bien bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour Marc. Salut Marc. Ça va bien? Oui, ça va toi? Écoute, voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet tabou dans cette émission avec ou sans caféine. Hein, on a décidé de prendre un sujet corsé qui accompagne d'ailleurs très bien le café, c'est le lait, une sacrée vacherie. Alors c'est sûr qu'on va peut-être en choquer plus d'un avec ce sujet-là, mais c'est au risque de déranger certains. Car le postulat en vogue est le suivant, hein, ce qu'on raconte sur le lait, c'est que les produits laitiers sont nécessaires pour apporter du calcium et lutter contre la décalcification. Voilà, donc Marc, sans attendre, je vais te laisser la parole sur ce sujet un petit peu corsé, donc quand tu veux. C'est parti, merci Marc. Bon, bah écoute, effectivement, c'est un sujet qui est assez délicat parce qu'on se souvient tous de ces publicités dont on nous bombarde ces derniers temps sur le lait. On connaît tous un peu la chansonnette, un verre de lait, c'est bien, Dieu, deux, c'est censé être mieux. Hein, bon, c'est pas vraiment ça le slogan, mais on va faire donc, cette petite intervention dans cette émission. On va avoir un petit peu quelques intervenants qu'on a réussi à dégoter sur Internet. Donc Benjamin Dariouche, Marion Kaplan, différentes personnes qui vont nous parler, donc des nutritionnistes, des gens qui travaillent dans le milieu de la nutrition, aussi des chercheurs. Hein. Et en fait, on base un peu notre topo sur deux livres que j'en vais encourager les gens à lire si vraiment ils ont un intérêt pour ce sujet-là. C'est Le lait, une sacrée vacherie, là vous aurez l'image qui s'affiche en ondes, qui est un livre qui est très très facile à lire et qui nous donne déjà un bref aperçu de replacer un peu le lait dans son élément historique, tout ça. Et puis surtout le livre de Thierry Soucard qui est Lait, mensonges et propagande, pareil que vous voyez s'afficher. Un livre qui a un titre assez choc, hein, Mensonges et propagande. Et pour en arriver à cette conclusion-là, Thierry Soucard s'est entouré d'une pelletée de spécialistes aussi dans le domaine. Donc c'est quand même un livre intelligemment écrit. Et puis donc il en a tiré cette conclusion dans son titre un peu choc, hein, Mensonges et propagande. Alors pour comprendre pourquoi on dirait traiter comme ça d'une sacrée vacherie, d'un mensonge et propagande, je vais donner la parole à Benjamin Dariouche qui va nous donner un bon topo, je pense, sur un petit historique du lait. Alors lui, il va parler en connaissance de cause par rapport à la France, mais vous allez voir que ça reflète assez bien au niveau international et surtout pourquoi l'Europe est devenue aussi un peu comme en Amérique du Nord, où on pousse, un peu comme dans le guide canadien, pour les recommandations dans l'alimentation, où on pousse à boire un minimum de 3 portions de lait par jour. Donc on écoute Benjamin Dariouche. S'il y a bien un sujet sur lequel on entend vraiment tout et son contraire, ce sont bien les produits laitiers. Est-ce bon pour la santé? Est-ce mauvais? Combien doit-on réellement en consommer? Alors, voyons ensemble les avantages et désavantages de ces produits. Bonjour, je suis Benjamin Dariouche, votre expert en alimentation et créateur de Natura Coach. Alors, on consomme des produits laitiers depuis un certain temps, mais pas depuis toujours. En fait, nos ancêtres, pendant des millions d'années, n'en ont absolument pas consommé. Il y a 9-10 000 ans, quand certaines populations ont commencé à faire de l'élevage, notamment au Proche-Orient, elles ont développé une faculté de digérer le lait même à l'âge adulte. Ces populations sont ensuite celles qu'on a appelées les peuples barbares, les Germains, les Scandinaves, qui ont continué à consommer des produits laitiers. Ensuite, au Moyen-Âge, dans nos campagnes, on consommait un petit peu de beurre, de fromage, qui était la seule forme qui permettait de conserver le lait. Et il y a eu un gros changement, c'est fin 19e, début 20e. Premièrement, l'invention de la pasteurisation et deuxièmement, la réfrigération qui a permis d'apporter plus facilement le lait dans les centres urbains. Et le vrai changement est intervenu après la Seconde Guerre mondiale. Les populations européennes étaient affamées et les Américains, pour les nourrir, ont poussé les Européens à prendre leur modèle agricole qui était essentiellement basé sur la protéine animale. Donc les viandes, les produits laitiers, pour eux c'était vraiment le seul moyen de renourrir ces populations affamées. Et au bout de quelques années, une fois revenus à la normale,
on est arrivé à un stade de surproduction. Donc à ce moment-là, dans les années 50, il a fallu trouver de nouveaux débouchés pour cette surproduction, notamment de produits laitiers. Et c'est là qu'est intervenu le fameux verre de lait à l'école en 1954 sous Pierre Mendès France, qui a permis d'être un nouveau débouché pour les producteurs de lait. Avant de rentrer en détail sur les avantages et désavantages spécifiques des produits laitiers, regardons ensemble qui fait les recommandations officielles en France. Depuis l'an 2000, il y a un organisme qui s'appelle le Programme National Nutrition Santé. Cet organisme édite des recommandations comme 5 fruits et légumes par jour, bouger 30 minutes par jour, manger des céréales à chaque repas et bien sûr manger 3 produits laitiers par jour. Quel est le problème? Quand on regarde un petit peu en détail, on voit qu'il y a des conflits d'intérêts absolument énormes. Le lobby laitier est le lobby agricole le plus puissant en France. 500 millions d'euros de dépenses publicitaires par an. Et cette influence se retrouve ensuite dans ces comités scientifiques. Par exemple, le directeur de ce PNNS était jusqu'en 2007 également conseiller scientifique auprès de Candia. Et en fait, quand on regarde en détail, la moitié des membres de cet organisme ont été à un moment ou à un autre en relation avec l'industrie laitière. Pareil, quand on regarde l'ANSES, l'Autorité Nationale de Sécurité Sanitaire, qui s'appelait l'AFSA avant, eh bien, quasiment la moitié des responsables du groupe nutrition humaine ont été également à un moment ou à un autre en relation avec l'industrie laitière. Donc il y a vraiment un réel problème de conflit d'intérêts ici. L'autre force des industriels, c'est de créer des organismes, par exemple comme le CERIN, le Centre de recherche et d'information nutritionnelle, donc avec un joli nom qui fait presque un organisme officiel, mais qui est en fait 100% financé par l'industrie laitière. Ils vont ensuite organiser et financer des congrès, des séminaires auxquels vont participer des médecins, les journalistes vont venir et relayer cette information. Le problème, c'est que sans forcément s'en rendre compte, ils vont en fait relayer un discours marketing pour la promotion des produits laitiers. Est-ce qu'on trouve du calcium uniquement dans les produits laitiers? Absolument pas. On en trouve énormément dans tout ce qui est crucifères, les brocolis, les choux, choux-fleurs, choux chinois, tout ce qui est légumes verts comme les épinards, la mâche, le persil, beaucoup dans les oléagineux, surtout les amandes, dans certaines céréales comme le sésame surtout. Donc déjà, on peut avoir pas mal d'apports en calcium par tous ces aliments et aussi dans les eaux minérales, riches en calcium et souvent en magnésium également. Donc, ce qui apporte en calcium, on peut parfaitement se passer des produits laitiers. Donc vous voyez, replacer le lait dans son contexte historique, ça donne un peu plus une idée que c'est vraiment quelque chose qui, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, a commencé à vouloir s'imposer, hein, c'est ça un peu le terme qui en découle, où de plus en plus il y a un lobby au niveau laitier qui est de plus en plus présent pour pouvoir imposer les produits laitiers. Alors c'est dur de savoir pourquoi et par où ça a commencé, mais ce qui est difficile, comme il le soulève, c'est de s'attaquer aux croyances lorsqu'elles sont enseignées par des services officiels. Donc c'est ça qui donne un côté un peu plus tabou, hein, à ce sujet-là. Surtout quand on nous pousse à le consommer et qu'on l'associe vraiment au calcium, et comme le soulevait Benjamin, dans son intervention, le calcium, on ne le trouve pas uniquement dans le lait. Hein. Heureusement d'ailleurs, la nature est bien faite. Et puis là, je vais donner la parole à Marion Kaplan, elle qui est une nutritionniste et une personne qui a écrit énormément de livres sur le sujet de comment se nourrir, mais en supprimant complètement les laitages de notre alimentation et le gluten aussi. On en fera une autre émission, le gluten, parce que c'est un autre sujet tabou aussi. Mais là, on va rester concentré sur le lait. Et vous allez voir que elle nous pose une question que je trouve très intéressante. Je lui laisse tout de suite la parole à Marion Kaplan. Mais finalement, je pense que tous les êtres humains qui sont là, s'ils font déjà 3 mois de ce régime pour voir, juste pour voir, comment je vais avec cette alimentation en éradiquant le blé et en éradiquant le fromage, le lait, les yaourts, etc. Alors il y en a qui vont vous dire « Ah, mais je peux plus rien manger !» Ça veut dire qu'ils en mangent trop. Donc où est-ce qu'on le trouve le calcium? Alors, première question.
Et je vais m'adresser aux auditeurs. Est-ce que les vaches boivent du lait? Réfléchissez bien. Elles ne boivent pas de lait, d'accord? Le veau boit du lait. Les bébés boivent le lait de leur mère. Chaque espèce boit le lait de son espèce. Mais une vache, et quand vous allez chez le boucher pour en prendre un os à moelle, il va à la scie électrique tellement c'est dur. C'est dur un os, hein? Ben où il le trouve, le calcium? Elle bouffe de l'herbe. Et éventuellement un peu de soja. Donc d'où il vient ce calcium? C'est une fausse idée qu'on nous a mise dans la tête, et c'est l'industrie agroalimentaire qui en général sponsorise, ainsi que l'industrie pharmaceutique, qui sponsorise les étudiants de médecine encore aujourd'hui, qui veut nous faire croire à ça. Comment se fait-il que Pas seulement des étudiants en médecine, hein, des scientifiques, des journalistes. Des journalistes qui n'ont pas de formation et des scientifiques qui n'ont pas cette formation-là. Même les médecins, n'oubliez pas, je vous l'ai dit la dernière fois, en 7 ans, voire 10 ans d'études de médecine, n'ont que 4 heures, et pour les plus chanceux, 8 heures d'études en nutrition. C'est quand même grave. Donc le calcium, vous le trouvez dans tous les fruits secs. Vous prenez une petite tête de brocoli, vous avez tout le calcium pour la journée. Mais aussi, quand on voit les publications du professeur Kervran sur les transmutations biologiques, on est capable de fabriquer du calcium à partir de potassium, d'hydrogène, de sodium, etc. Donc il faut arrêter avec ces histoires de calcium. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les maladies type arthrose ou ostéoporose, vous avez pas assez de calcium à certains endroits et trop à d'autres. Il y a un blême, non? C'est donc bien un système de répartition, l'os c'est vivant. Et on s'est aperçu que plus on mangeait de produits laitiers, plus on se déminéralisait. Les produits comme les pays comme la Chine, aujourd'hui je ne sais plus comment ils mangent. Je suis allée dans les années 89, juste avant les événements, mais les produits laitiers n'existaient pas du tout. J'ai fait une petite audite là-bas, j'ai voulu voir s'il y avait un yaourt, ne serait-ce qu'un yaourt. Un yaourt en pot, c'était des pots en céramique parce qu'il n'y en avait pas du tout. Ça coûtait le prix d'une bouteille de champagne. Alors effectivement, hein, c'était une simple question, est-ce que les vaches boivent du lait, hein? C'est une bonne question. Effectivement, moi je ne me l'étais jamais vraiment posée. Toi non plus, Marc, j'imagine que non. Les vaches, ben non, elles ne boivent pas de lait. C'est les veaux qui boivent le lait de la vache, mais comme tous les mammifères, hein, nous faisons tous partie de... Et tous les animaux boivent le lait de leur mère. Mais il n'y a aucune autre espèce qui, à un moment donné, à un âge adulte, va commencer à consommer du lait. On est les seuls mammifères à imposer un peu cette façon de consommer dans notre quotidien, je parle, parce que c'est vraiment, là, on met ce sujet de l'avant parce qu'il est poussé à être consommé au quotidien. Donc c'est ça, la simple observation de la nature nous montre que le lait est réservé aux premiers mois de la vie et exclusivement donné par la mère. Et même s'il y a des carnivores, des herbivores, des granivores, mais aucun lactivore. Voilà. Donc ça, on est les seuls humains à s'imposer un peu cette version qui s'écarte un peu des autres mammifères. Alors, les répercussions dans tout ça, Benjamin Dariush nous en a déjà parlé, Marion Kaplan nous en a déjà donné un mot, toutes les maladies qu'on connaît un petit peu comme, je vais en citer quelques-unes, les rhinopharyngites, les otites, les angines, les infections orales, toutes sortes d'asthme, eczéma, allergies multiples, migraines, spasmophilie, tous ces côtés-là, elle nous disait si juste pendant 3 mois, les gens faisaient le test, hein, ceux qui souffrent de ce genre de maladie faisaient le test pendant 3 mois d'éradiquer les produits laitiers et elle avance aussi le gluten avec ça, de faire le test, eh bien, ça permettrait de constater qu'on se soulage de bien des maux. Voilà. Et ça, c'est Marion Kaplan qui soulève ça, mais quand on voit les études menées par Thierry Soucard dans son livre « Lait, mensonge et propagande », on en tire un peu les mêmes conclusions. Et c'est ça qui devient intéressant. Alors ça, c'est un point, mais on pourrait soulever des points comme, par exemple, donner du lait de vache à nos enfants. Ça les prive ce qu'ils appellent le bêta-lactoglobuline, qui est contenu, lui, dans le lait maternel. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a tendance à revenir au lait maternel, mais il y a une époque où on interdisait un peu on n'interdisait pas, pardon, excusez-moi, c'était comme mal vu, l'allaitement. Donc, c'était... Ce que j'appelais le bêta-lactoglobuline, c'est quelque chose qui détient un haut pouvoir immunologique, c'est-à-dire que ça préparait l'enfant déjà à avoir un système immunitaire plus fort. Le lait, c'est intéressant de donner un peu ce que ça peut nous apporter, tout ça. Le côté un peu lobby, hein, Benjamin nous en a parlé aussi, mais que contient le lait? Ça serait intéressant de le savoir. Je trouvais une petite vidéo assez amusante
d'un jeune qui a fait ça tout seul dans son salon, hein, où il nous explique un peu brièvement ce que contient un verre de lait aujourd'hui, parce que le lait que buvaient nos parents était déjà encore autre chose. Hein. Ma mère qui me racontait qu'ils allaient chercher le lait directement à la ferme, un lait qui n'était pas du tout pasteurisé, un lait qui était consommé dans la journée même, et c'était ça à chaque jour. Voilà. Donc c'est déjà un autre type de lait, le lait qu'on boit aujourd'hui. Je vous laisse regarder ça. Âme sensible, s'abstenir, voilà. Savez-vous que pour faire du lait, aujourd'hui, la société moderne, très intelligente, très subtile, donne comme nourriture aux cheptels des OGM, c'est-à-dire des maïs, des sojas génétiquement modifiés, qui contiennent à l'intérieur, bien sûr, des pesticides. Des pesticides. Vous savez que déjà les OGM, ils stérilisent les cheptels. Ce sont des produits extrêmement dangereux, mortels, puisqu'il y a plein de cheptels qui sont morts, puisqu'ils n'ont pas pu se reproduire. Il faut, pour s'en convaincre, voir le film de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto. Donc dans ce lait, vous avez des OGM, puisque la vache les mange, puis vous avez des pesticides. Puisque c'est le principe même de l'OGM, le BT, là, c'est qu'il y a du pesticide dedans. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que vous avez? La société moderne qui adore le fric, elle a créé un moyen pour augmenter la productivité des vaches au niveau du lait. C'est une hormone de croissance qui s'appelle le Prozylac. Encore un produit de Monsanto Corporation, ces criminels génocidaires. Donc vous avez une hormone de croissance à l'intérieur que vous mangez, d'accord, dans vos laitages. Cette hormone de croissance, elle va induire une production de lait qui va créer par cette surproduction des mammites, des infections des mamelles des vaches. D'accord? Donc ça va faire du pu, ça va dégouliner, ça va faire du pu, c'est-à-dire à peu près ça. Donc c'est purulent et ça va couler dans le lait. Bien sûr, le très intelligent agronome moderne a vu qu'il a observé une production purulente, qu'est-ce qu'il va donner à la vache? Un antibiotique. Donc voilà, donc ça donne à peu près ça. Donc dans votre lait d'aujourd'hui, s'il n'est pas biologique, si vous ne surveillez pas ça, vous avez des OGM extrêmement dangereux contenant des pesticides. Et vous savez que les OGM sont une tare génétique qui a été sélectionnée comme bonne par des gens complètement fous. Ces OGM, bien sûr, contiennent des pesticides, donc c'est contenu dans votre lait. Votre lait contient du pu, une hormone de croissance qui s'appelle Prozylac, et des antibiotiques, sans oublier, bien sûr, tout ce que la vache va manger, va boire comme autre toxique dans l'environnement. Donc, c'est quand même une situation extrêmement sérieuse, extrêmement grave à méditer. Bon, alors ça donne, c'est très résumé, très schématique, mais ça donne une idée quand même que le lait que l'on boit aujourd'hui, à moins qu'il soit écrit lait biologique, c'est un lait qui a un peu toutes ces composantes-là, et à long terme, c'est quelque chose qui est assez récent dans l'ère industrielle de l'agroalimentaire. On ne peut pas savoir quelles sont les répercussions là, à long terme pour les 50 prochaines années, c'est-à-dire une génération au moins, de savoir que dans votre quotidien, vous consommez un lait qui a tout un peu ce qu'on appelle des cochonneries là-dedans. Alors, je voudrais juste soulever, parce qu'il y en a plein de livres, vous allez trouver des entrevues très intéressantes, dont entre autres de Thierry Soucard qui a écrit ce livre sur Internet. On n'a pas le temps de toutes les diffuser là, mais je voudrais citer le docteur Raphaël Nogier qui a écrit un livre, Ce lait qui menace nos femmes, parce que lui, il met en corrélation étroite les taux de cancer du sein avec la consommation laitière. Donc c'est quand même des études sérieuses, hein, on ne parle pas de... Et donc il cite que
que les douleurs abdominales inexplicables, les fatigues chroniques, les hypersomnies, les yeux cernés, l'eczéma, la chute même de cheveux, la dépression, l'hypertension, toutes des migraines, la spasmophilie, tout ça, sont des problèmes qui sont souvent dus aux intolérances et aux problèmes de lait liés avec le lactose. Alors on entend souvent parler de gens qui disent « ouais, mais j'arrête de boire du lait parce que c'est pas forcément une intolérance, mais les gens digèrent mal le lactose ». Parce qu'au niveau naturel, on n'a pas, nous, les enzymes pour digérer le lactose. Donc, mais on continue. Alors, l'industrie est quand même forte parce que maintenant, on nous sort du lait sans lactose. Donc, de toute façon, un lait ultra transformé, on se demande après, à un moment donné, jusqu'où, à quoi ça sert maintenant d'aller boire un lait qui ne possède plus toutes les propriétés qui devraient d'ailleurs uniquement appartenir aux veaux. Nous, restons-en au lait maternel. Peut-être que ce serait la conclusion qu'on pourrait en tirer. Voilà, donc... Pour terminer, avant de lancer une autre vidéo, l'industrie, quelle a été sa réponse un peu c'est-à-dire à l'alternative du lait? L'industrie a sorti le lait de soja, qu'on voit maintenant partout dans nos supermarchés, sous toutes ses formes. Et là aussi, on pourrait en faire toute une autre émission. Mais le fait de remplacer le lait de soja, il y a une problématique avec le soja, c'est que, c'est parce qu'à un moment donné, avec les docteurs en médecine, des naturopathes, tout ça, ils ont préconisé la consommation du soja. Vous savez qu'en Asie, d'ailleurs, le soja a été considéré comme impropre à la consommation jusqu'à ce qu'ils découvrent, donc il y a quand même assez longtemps de ça, les techniques de fermentation. On connaît le miso, par exemple. Donc ça, c'est un soja qui est bon à consommer apparemment pour notre corps. Mais aujourd'hui, maintenant, on le vend sous forme non fermentée, tout ce qui est tofu, yogourt de soja, lait, fromage de soja, tout ça. On fait même des saucisses avec ça. Donc apparemment, donc là où vous allez trouver aussi beaucoup d'études scientifiques qui montrent que le soja a une teneur très élevée en phytates, substances qui freinent notamment l'assimilation du fer, du zinc, du phosphore par l'organisme. C'est aussi une légumineuse qui a des grandes quantités de toxines naturelles. C'est-à-dire que, par exemple, l'hémagglutinine, qui est une substance qui favorise la formation des caillots en faisant s'agglutiner les globules rouges, par exemple. Des trypsines aussi, pour des enzymes nécessaires à la digestion des protéines. Ils ont même démontré que ça pouvait perturber au niveau hormonal, par exemple. Donc, donner du lait de soja à un enfant, c'est pas bon du tout parce que ça viendrait perturber complètement son cycle hormonal. Donc, et ça, c'est dans le quotidien. C'est-à-dire que, comme disait Marion Kaplan, je ne sais pas si on le voyait dans cette entrevue, mais on trouve l'entrevue complète sur Internet. Elle soulève que le lait de soja, oui, mais pas uniquement le lait de soja, c'est-à-dire peut-être une fois par semaine, maximum, mais remplacer le lait, c'est-à-dire si vous êtes habitué à consommer du lait, admettons 1 ou 3 verres de lait par jour, ça serait mieux de vous tourner vers des laits alternatifs, les laits d'amande, il y en a de plus en plus, des laits de riz, des laits de... voilà. Et vous dire que la protéine, le lait, pour le calcium, on le trouve, comme le soulevait Benjamin dans son entrevue, sous plein de formes qui d'ailleurs sont souvent même plus un chou, une tête de brocoli vous donne votre apport journalier, c'est pour vous dire. Donc techniquement, alors ce que l'industrie nous parle beaucoup, c'est de l'ostéoporose et du manque en fait de calcium dans nos os et qui viendrait nous fragiliser. Alors ça, c'est apparemment une autre croyance, comme le soulevait Benjamin Dariush dans son entrevue, mais je voulais soulever que le fait même de consommer trop de produits laitiers viendrait faire un effet inverse à celui avec lequel on recherche. Donc vous voyez comme quoi les titres comme le lait, une sacrée vacherie a tout son sens. Et donc j'aimerais terminer sur une petite vidéo qu'on trouve, qui vient un peu nous donner un peu les contaminants, parce qu'on est pas mal ces temps-ci dans la recherche un peu des contaminants. On aura peut-être une série d'émissions, comme ça 2 ou 3, sur, on a parlé de l'aluminium, de l'Alzheimer, des contaminants dans les cosmétiques, dans l'alimentation. Et là, ça résume un peu ce qu'un enfant, parce que souvent c'est aux enfants qu'on tourne autant la publicité que la consommation du lait, des produits laitiers, parce que c'est à ce moment-là qu'ils forgent, les os se forgent. Donc
Donc ils ont fait une étude qui ont été essayé de trouver tous les contaminants que l'on trouve dans l'alimentation quotidienne et saine en plus de ça, sans aller dans l'extrême du junk food ou fast food, combien ingurgite d'éléments, on va dire, potentiellement dangereux pour un enfant dans sa journée. Donc on regarde ça. Je vais vous lire ça. C'est l'association Génération Future qui a relancé le sujet la semaine dernière en faisant analyser en laboratoire tous les aliments qui entrent dans la composition des repas d'un enfant de 10 ans et ce n'est pas rassurant pour les parents. Explication, Céline Morel et Lydia Chaumont. 128 résidus chimiques, c'est ce que consomme chaque jour un enfant de 10 ans. Un chiffre révélé par l'association Génération Future qui a étudié la contamination des repas quotidiens d'un enfant. Au menu donc, petit déjeuner, encas, déjeuner, goûter et dîner, conforme aux recommandations officielles, 5 fruits et légumes frais, 3 produits laitiers et 1,5 litre d'eau par jour. Une alimentation a priori équilibrée et pourtant le résultat est inquiétant. 36 pesticides, 5 substances cancérigènes et 42 suspectées de l'être, et enfin 37 qui sont susceptibles de perturber le système hormonal. Ainsi, le pain complet, réputé pour ses qualités nutritionnelles, contient 2 pesticides, soit la même quantité que la baguette de pain traditionnelle ou encore que le pain de mie. Un steak haché consommé au déjeuner, c'est 1 dioxine et 7 PCB, ces dérivés chimiques toxiques responsables d'infertilité, de problèmes de croissance et probablement cancérigènes. Même constat au rayon poisson, le saumon contient à lui seul pas moins de 7 dioxines, 12 PCB et une trace de métaux lourds. Côté fruits et légumes, ce n'est pas beaucoup mieux quand la salade et la tomate sont polluées par 2 pesticides chacune, la pêche en contient 4 et la pomme importée du Brésil pas moins de 6. Selon l'association, même si ces doses de substances toxiques restent inférieures à la limite légale, elles ne sont pas anodines. Leur accumulation pourrait expliquer l'augmentation des cancers, du diabète et de certaines maladies neurodégénératives chez les enfants. Toujours selon cette étude, la consommation régulière de produits bio permettrait de réduire de 50% l'absorption de ces substances toxiques. Voilà, donc cette capsule qui a moins de rapport avec le lait mais plus au niveau des contaminants va nous donner un peu le tremplin pour la prochaine émission où on va plus avancer un peu, parler des perturbateurs endocriniens, tout ce qui est dans notre environnement. Là, on parlait du lait, mais les effets cocktails, comme vous en avez déjà entendu parler, l'accumulation de toutes ces problématiques nous apporterait pas forcément la santé. Donc, Marc, je sais que tu n'as pas été très répondant cette semaine, mais c'est pas grave, vu que mon collègue Thomas, étant aussi surchargé de travail, ne pouvait pas se présenter pour ces 2 prochaines émissions, mais ça me convient comme ça, Marc. Un petit hologramme de moi-même, ça me va pour faire une émission. Et puis, quelques intervenants en vidéo. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures au niveau plus santé, nutrition et perturbateurs. C'est ça. À la semaine prochaine.